Face à face, bienvenue à vous dans votre émission d'entretien et d'opinion sur Provence Azur. Invité politique cette semaine avec Stéphane Ravier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes désormais sénateur des Bouches-du-Rhône. Enfin, vous êtes resté sénateur puisque vous avez rendu les clés de votre mairie de secteur. On va en parler. Vous êtes le patron aussi du groupe Front National au Conseil municipal de Marseille et le patron de la fédération aussi du Front National dans les Bouches-du-Rhône. On va voir avec vous toute l'actualité locale, bien sûr. Ça n'empêchera pas de parler d'actualité nationale et parfois les deux actualités se télescopent comme cette attaque à la gare Saint-Charles de Marseille. Morane et Laura, les obsèques ont eu lieu hier, les obsèques de ces deux victimes. Dans le même temps, la loi antiterroriste a été adoptée à l'Assemblée. Est-ce que on fait assez, Stéphane Ravier, pour lutter contre le terrorisme et contre ces attaques qu'on n'arrive plus vraiment à maîtriser? Parce qu'on ne s'en donne pas les moyens. Le problème, c'est qu'il y a effectivement un fossé qui sépare la réalité des projets de loi qui sont présentés par le gouvernement. Pourtant, le gouvernement sait ce qu'il se passe. On dit que le Sénat ne sert pas à grand-chose. Eh bien, l'année dernière, aux alentours de 23 h, il y avait eu un débat dans ce même Sénat, au cours duquel eh bien, un rapport a été présenté sur les retours des djihadistes, ces fameux djihadistes français. Un djihadiste français, pour moi, il y a opposition dans les termes. À partir du moment où vous êtes djihadiste, vous ne pouvez plus être français. Eh bien, l'on nous informait de façon assez laconique que, ma foi, plusieurs milliers d'entre eux rentreraient en France, que l'on savait qu'ils n'avaient rien abandonné de leur objectif, qu'ils étaient formés militairement, que nous n'aurons pas les moyens, que nous n'avions pas les moyens de les suivre, parce que nous n'en avions pas les moyens humains et financiers, en tout cas on ne s'en donnait pas les moyens, et qu'ils adopteraient une attitude qui nous rendrait la tâche encore plus compliquée, celle de la taquilla, c'est-à-dire la dissimulation. Et en conclusion, l'on nous a fait savoir, l'on nous a invités à nous préparer à passer à un terrorisme d'amateur, d'un terrorisme d'amateur à un terrorisme de professionnel. Point final, bonne soirée, reprise des débats demain à 9 h 30. Alors, donc je veux dire, la situation, et il y avait là le ministre de l'Extérieur, M. Cazeneuve, qui écoutait, et malheureusement ces débats, vous voyez, ils n'ont jamais été repris à l'occasion d'un journal de grande audience. On a changé de gouvernement aujourd'hui, Gérard Collomb a présenté une loi, plus de contrôle aux frontières, fermeture des lieux de culte, et par ailleurs, on voit que les attaques terroristes, celles qui sont présumées, ne sont pas toujours le fait de terroristes qui rentrent de Syrie, d'Irak, de Libye. La quasi-totalité des actes terroristes islamistes sont commis par des individus issus de l'immigration. Lorsque l'on veut prétendument contrôler les frontières, encore faudrait-il qu'il y ait des frontières. Or, elles ne sont pas rétablies. L'on nous annonce que l'on va fermer des mosquées salafistes, on aurait pu le faire depuis bien longtemps déjà, y compris à Marseille, y compris dans le 13e arrondissement, car j'en ai présenté au moins 2 au préfet il y a plus d'1 an et au maire de Marseille. La loi vient d'être votée, peut-être que ces lieux de culte vont être fermés, il faut peut-être laisser aussi le temps aux autorités d'agir, certes peut-être rapidement, mais... La loi va permettre au préfet d'agir plus vite, en tout cas il devrait pouvoir le faire, mais il pouvait le faire déjà avant. C'est une question de volonté politique, or la volonté n'est pas là parce que voudrait la loi? De permettre au préfet justement de... définir un périmètre de sécurité si le besoin s'en faisait ressentir, de permettre aux policiers de contrôler l'identité, mais c'est une vaste plaisanterie. Nous avons chez nous donc plusieurs milliers d'individus dont on sait très bien qu'ils souhaitent mener une guerre, car c'est ça le problème, on ne désigne pas l'adversaire pour ce qu'il est et pour ce qu'il a entrepris, c'est une armée qui a décidé de faire la guerre à la France. Alors quand on est dans une situation de guerre, il faut prendre des mesures qui s'imposent. Et là, il s'agit d'une vaste et mauvaise plaisanterie au vu de la situation. Marine Le Pen a parlé de petits textes administratifs. Oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais est-ce qu'il ne fallait pas voter malgré tout pour, parce qu'il y a des avancées, il y a des dispositifs qui pour l'instant ne sont pas inscrits dans la loi, et quitte ensuite à faire vos propositions, à demander à aller plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas là une toute petite posture politicienne quand même? La posture, elle est du côté du gouvernement, qui communique énormément sur cette loi, qui n'accouche même pas d'une souris.
encore une fois, définir un périmètre de sécurité. Moi, le périmètre de sécurité, je le connais, c'est la France entière, et pas quelques quartiers qui, dans une situation de tension, pourraient être mis, encore une fois, en sécurité par le préfet. Ce sont les 65 millions de personnes qui vivent dans ce pays qui doivent être mises en sécurité. Par le rétablissement des frontières, par le contrôle aux frontières, par l'expulsion des imams radicaux, par l'expulsion des fichiers S, la fermeture bien sûr des mosquées salafistes. L'expulsion des fichiers, si c'est des Français, comment les expulse? Alors s'ils sont français, eh bien ils tomberont sous le coup de la loi, hein, tout simplement. La loi doit être la même pour tout le monde, bien sûr. Le problème du fichier, vous le savez comme moi, que par rapport au droit français, ce sont des fiches, j'allais dire, de renseignements qui n'ont pas vraiment de valeur juridique. Et il faudrait changer la loi pour ça. Il faudrait revenir un peu sur les notions d'état de droit aussi, parce que ce sont des suspicions. Il faut encore une fois prendre en considération la réalité que la France subit aujourd'hui. Nous sommes en situation de guerre. Il ne s'agit pas d'individus qui commettent des crimes de droit commun. Et en situation de guerre, il faut adapter notre droit pour protéger les Français. Moi, ma priorité, je vous le dis tout net, ce ne sont pas les droits de ces individus qui nous menacent. Ma priorité, c'est la sécurité de celles et ceux qui vivent dans ce pays en y respectant eh bien, la loi, ses traditions, ses mœurs, quelle que soit leur origine, s'ils sont français ou pas. Eh bien, donc, il faut prendre les mesures qui s'imposent, celles que je vous ai présentées, quelques-unes en tout cas, afin de protéger les Français, voilà, et non pas avoir, comme j'ai pu l'entendre de la part de Cazeneuve à l'époque, et la philosophie reste la même, être arc-bouté sur ces fameux droits de l'homme qui feraient de la France ce pays prêt à accueillir tout et n'importe qui et n'importe quoi. Eh bien, nous n'en avons plus les moyens, non seulement financiers, mais surtout désormais sur le plan de la sécurité, parce que l'on sait que dans ce flot migratoire, dans ce déferlement migratoire, qu'il faut stopper, voilà une mesure aussi qu'il faut prendre, eh bien, se sont infiltrés plusieurs djihadistes. Eh bien, l'intérêt de la France et des Français, leur sécurité, veut que l'on doit stopper aussi cette délirante politique d'immigration. Alors dernière question, très concrètement, vous avez proposé, enfin le groupe Front National, les députés Front National à l'Assemblée ont fait 50 amendements, proposé 50 amendements. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les solutions que vous souhaiteriez voir appliquées? On l'a dit, la fermeture des frontières. Je viens de vous les présenter et ces amendements présentés par mes amis à l'Assemblée nationale ont tous été rejetés. Tous. Je voudrais quand même vous préciser que cette volonté justement de sécurité, que de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire d'être impitoyable face à cette pourriture islamiste. Parce qu'un individu qui égorge et éventre 2 jeunes filles de 20 ans, bien sûr ces enfants, parce que c'était des enfants, leur visage, c'est pas les visages de jeunes femmes, c'était des enfants. En tout cas moi, l'une d'entre elles m'a terriblement fait penser à ma fille de 20 ans. Eh bien, ces jeunes filles, qui appartiennent bien sûr à leurs parents, pour moi sont devenues les enfants de France, les filles de France. Quand j'ai entendu, quand les médias ont fait connaître ces horribles attentats, je l'ai pris pour moi. Je l'ai pris pour moi, ça m'a arraché le cœur. Et on ne peut pas laisser des individus comme cela perpétrer ces attentats ignobles. Et nous sommes, j'allais dire, tous d'accord là-dessus, y compris nos compatriotes musulmans que je rencontre dans les 13e et 14e arrondissements. Et pas seulement. Et qui sont eux aussi horrifiés de cela. Et ils ne veulent pas être associés à ces individus. Et ils sont en attente d'une intervention forte de l'État pour ne pas être mis dans le même sac, si j'ose dire. Ils veulent vivre aussi en sécurité dans notre pays et ne veulent pas être victimes d'amalgame, et moi non plus. Et pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, eh bien, il faut prendre des mesures fortes entre des mesures excessives et ne rien faire. Eh bien, voilà où ça mène. Alors, j'invite le gouvernement à ne plus communiquer. J'invite M. Macron à ne plus être le communicant de la République, mais le président de la République, enfin, et de protéger l'ensemble de celles et ceux qui vivent dans ce pays, les Français en particulier. Alors, vous parlez du président Macron, ça va nous faire la transition. Jamais facile de passer à un autre sujet après
ces questions d'attentats, d'assassinats, notamment dans le cas de Morane et Laura. Vous avez été choqué par les propos d'Emmanuel Macron qui a qualifié, ou en tout cas c'est comme ça que beaucoup de gens l'ont compris, des manifestants, qui a dit que voilà, au lieu de foutre le bordel, il ferait bien d'aller chercher des emplois. Je résume un peu vite sa pensée, mais ça vous a choqué? Macron reste égal à lui-même, c'est le grand mépris. Le grand mépris pour le peuple français, le grand mépris pour celles et ceux qui sont dans la galère sociale. Je ne pense pas que ce soit de gaieté de cœur qu'ils viennent manifester, préféreraient aller travailler. Mais M. Macron les invite à faire 140 bornes pour aller travailler. Bon, lui, il a les facilités pour circuler et ne doit même pas connaître le prix du litre de gasoil. Donc c'est du Macron dans le texte, du Macron tel qu'il est, c'est-à-dire le mépris des Français, parce qu'il ne les connaît pas. Il ne connaît pas leurs difficultés, leur situation sociale, sécuritaire, identitaire, tout ça, il s'en moque. Il est le résultat de sa. Il est le résultat de sa formation idéologique et professionnelle. C'est un président hors sol, c'est un président de la haute finance, c'est le représentant de la haute finance, ça a été le candidat de la haute finance. Et tout ce qui est peuple, réalité, enraciné, tout ça lui est totalement inconnu, voire insupportable. Il n'est pas un peu tôt, néanmoins, pour le juger aussi nettement? Il est en poste depuis quelques mois, il a un quinquennat. Non, il est en pour poste agir. depuis 4 ans et demi. Oui, parce que vous considérez... Je ne considère pas, c'est un fait. Il a été 2 ans secrétaire général adjoint à l'Élysée en charge de l'économie. Et puis, donc sous François Hollande, son créateur, son gourou, son mentor. Mais il va plus loin que lui. Et 2 ans ministre de l'économie. Donc il a un bilan, Emmanuel Macron. Et c'est-à-dire 1 million de chômeurs de plus, 1 million d'étrangers de plus, 200 milliards d'euros de dettes de plus. Donc M. Macron, c'est l'échec. Et il ne fait que développer la politique qu'il a déjà appliquée, encore une fois, avec le bilan qui est le sien, c'est-à-dire calamiteux. Essayer de débloquer un peu le marché du travail, redonner un peu de souplesse aux PME, notamment, qui sont nombreuses dans les Bouches-du-Rhône. Ça vous paraît pas une bonne piste? Les patrons de PME et de PMI en sont revenus quand même, hein. Pas tous. Encore une... Oui, bon, il y a quelques... Écoutez, quand on leur demande, ils sont plutôt favorables pour l'instant à la réforme qui effectivement n'a pas encore été mise en place. Donc on ne peut pas dire si ça marche ou pas. Ils en sont quand même assez déçus de ce qui en est ressorti par rapport aux promesses. C'est une réforme qui fait la part belle aux grands groupes. Bon, c'est normal, encore une fois, M. Macron était le candidat, il est le président des grands groupes de la haute finance et des multinationales, voire des transnationales. Il n'est pas le candidat en réalité des PME et des PMI. Il est le candidat et il est devenu le président de la dérégulation qui va effectivement conduire nos compatriotes à devoir aller chercher du travail à 200 bornes de leur domicile. Mais pour lui, c'est quelque chose de tout à fait normal, puisque c'est le candidat nomade. C'est l'incarnation du nomadisme à tous les niveaux, y compris pour aller chercher du travail. Alors, qu'est-ce que c'est que de faire 200 km, ne sachant pas que, dans ce pays, on manque par exemple cruellement de transports en commun, ou quand il y en a, ils ne sont pas sécurisés. Alors, on va parler maintenant du Front National, qui est à la croisée des chemins. Vous avez tweeté, non sans ironie, au lendemain, je crois le 20 septembre, de la démission de Florian Philippot. Je l'ai attendu au café, mais il a préféré certainement aller le boire avec Jean-Luc Mélenchon. En gros, est-ce que vous êtes soulagé du départ de Florian Philippot? Et est-ce que d'une certaine façon, ça clarifie aussi les choses au Front National? Oui, j'étais au bar de la Marine. Bar de la Marine, oui. J'étais au bar de la Marine sur oui, c'est vrai, j'oublie ce détail quand même important. J'ai cherché un établissement qui portait son prénom, Florian, mais je n'ai trouvé qu'un rond-point, le rond-point Florian à Marseille. Oh, c'est embêtant parce que dans un rond-point, on tourne à gauche. Et pour en sortir, il faut prendre à droite. Le sens de la formule. Ce qui, pour Florian Philippot, n'est pas dans ses habitudes. Eh bien, oui, au moins, ça se mérite là. Ça clarifie la situation, bien sûr. Ça faisait des mois que Florian Philippot avait décidé de voler de ses propres ailes. Il avait créé sa prétendue association qui était quand même... ce qui ressemblait quand même fortement à un parti politique, les Patriotes, au lendemain de l'élection présidentielle, alors qu'il fallait à ce moment-là être aux côtés de Marine Le Pen et de l'ensemble des candidats aux élections législatives, encore plus soudés et plus unis que jamais. Il a lancé là le coup d'envoi en réalité de son départ.
Et vous savez, j'étais présent au bureau politique lorsqu'il y a eu cette clarification. Vous avez parlé de culot hein, sur cette position. Ah oui, ça a été extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que Marine Le Pen s'est conduite une fois de plus en rassembleuse, en présidente, en lui tendant la main, en l'invitant eh bien, à se rappeler qu'il avait toute sa place. Bruno Gollnisch lui-même, rappelant qu'il n'avait pas les mêmes parcours, mais qu'au Front National, c'était le Rassemblement des Nationaux. Eh bien, M. Philippot et son porte-flingue, Mme Monteil, ont adopté une attitude de rejet et d'agressivité. Voilà, la messe était dite, la messe républicaine en l'occurrence, et il a décidé de voler de ses propres ailes. Il a dit que le Front National allait ressembler au MNR de Bruno Maigret. En gros, est-ce que c'est le retour du Front National traditionnel? Vous ne reniez pas d'ailleurs, vous, votre appartenance au parti en tant que historique du parti. Ouais. Voilà. Est-ce que la position dure, droitière du Front National est de retour? Je ne vois pas en quoi la position serait dure ou pourquoi on jugerait qu'elle est redevenue dure. M. Philippot sombre dans cette attitude qui est celle de nos adversaires et qu'il a pourtant lui-même combattu pendant les quelques mois ou les quelques années qu'il était au Front National, de diabolisation, d'anathème, sans que derrière il y ait la moindre preuve de ce qu'il avance. En quoi sommes-nous devenus durs, extrémistes? Il faudrait qu'il avance des arguments, mais ce sont encore une fois des clichés. Monsieur Philippot nous fait du Mélenchon, il nous fait du Macron, voilà, parce que c'est ça, c'est son seul argument. Et parce que les arguments réels, il n'en a pas. Sur le fond, Stéphane Ravier, la question de l'euro, qui, on le sait, à un moment, a peut-être bloqué une partie de l'électorat. Oui, aujourd'hui, le parti est en train de réfléchir à une nouvelle ligne. Est-ce que cette question de l'euro, vous la considérez comme secondaire? Écoutez, nous avons entendu les Français au soir du deuxième tour des élections présidentielles. Pour un mouvement politique qui, à cette époque-là, Florian Philippot en faisait partie, repose sur la conviction que l'on doit écouter le peuple, que le seul souverain dans ce pays, c'est le peuple, que l'on doit agir pour lui, par lui, et en fonction de ce qu'il souhaite. En ayant des convictions nous-mêmes, bien sûr. Eh bien, le peuple s'est exprimé au soir du second tour. Il ne veut pas abandonner l'euro. Alors, nous pensons que ce n'est pas le bon choix. Que la monnaie, comme le budget, comme ses frontières, comme l'armée, comme plein d'autres domaines, la diplomatie, ce sont des fonctions, j'allais dire, régaliennes, ce sont des fonctions que l'État doit maîtriser, et pas cette Union européenne qui n'a plus rien d'européenne d'ailleurs, et où des individus qui ne sont pas élus, la Commission décide de tout pour tout le monde sans aucun contrôle. Bon, mais nous avons eu du mal à nous faire comprendre sur ce sujet, nous faire entendre. Eh bien, soit, nous devons en tirer les conclusions. Nous restons convaincus que l'euro est un boulet, mais nous avons politiquement raison, mais électoralement tort. Vous allez loin, parce que certains responsables, comme David Rachin par exemple, disent, écoutez, on va peut-être aborder d'autres questions. Oui, non, c'est pour ça. Et on sent que... Raison pour laquelle, et je conclus, qui nous mène à estimer aujourd'hui que l'euro ne doit plus être la priorité des priorités, contrairement à ce que pensait Florian Philippot, qui lui voulait l'euro matin, midi et soir, et ne parlait de rien d'autre que de ça, quoi. Une dernière question sur le parti avant de parler de Marseille. Est-ce que vous êtes pour un changement de nom, et est-ce que Marine Le Pen est toujours numéro 1 incontestable? Alors, changer de nom, pourquoi pas? Bon, moi, ça ne m'a pas empêché d'être élu maire des 13e et 14e arrondissements, de porter cette marque Front National. Ouais, peut-être que pour jouer le coup de l'Union des droites, enlever cette marque Front National... Et de devenir sénateur. Donc, on voit les grands électeurs, ça ne les a pas gênés. Il suffit de leur expliquer, il suffit de leur dire ce qu'est vraiment le Front National. Vous êtes plutôt pour conserver donc le nom Front National, vous êtes attaché. Il ne faut pas faire preuve de sentimentalisme en politique. Hein. On peut avoir des sentiments, mais bon... c'est quand même un sujet... Vous ne vous opposerez pas si on vous propose le changement ou si les adhérents le choisissent, mais vous plaidez pour la conservation de ce nom. Je ne vais pas en faire une crise de nerfs, mais je comprends celles et ceux qui peuvent encore être influencés, surtout par nos adversaires, qui ont diabolisé le terme, hein, le nom Front National. Moi, ça ne m'a jamais gêné, mais je me plierai, encore une fois, à la volonté des électeurs, enfin des adhérents du Front National, parce que, vous voyez, nous mettons,
nos adhérents, le peuple du Front National, comme moi, le peuple marseillais, eh bien, au cœur de nos préoccupations, c'est lui qui décidera. Ce sont eux, ce sont les adhérents du Front National qui décideront. Marine Le Pen, toujours numéro 1. Quant à l'union des droites, vous avez évoqué l'union des droites. L'union avec qui? Avec M. Wauquiez, M. Fillon, avec ceux qui renient leurs engagements pris devant les électeurs parce qu'ils ont un discours qui pourrait ressembler à nos convictions lors des campagnes électorales, mais lorsqu'ils sont élus, parce qu'ils ont été élus X fois... Je parlais plutôt de l'union des droites, dans l'esprit des électeurs. Ils ont trahi leurs engagements, et ils ont trahi leurs électeurs. Eh bien moi, je suis pour une union des électeurs. Je leur rappelle, encore une fois, qu'ils ont été trahis, alors, et alors, sans transition avec la ville de Marseille, depuis 23 ans. Et quand même, je ne voudrais pas... que vous pensiez que je puisse éviter la question et la réponse. Marine Le Pen, numéro 1. J'allais vous la reposer de toute façon. Oui, oui, oui. Voilà, au moins c'est clair. Un mot sur Marseille quand même, parce que vous ne cachez pas votre ambition pour les prochaines municipales, avec d'ailleurs, j'allais dire, une certaine honnêteté et franchise, on peut vous le reconnaître. C'est toujours votre objectif, les prochaines municipales. Je ne peux pas annoncer de date, parce qu'apparemment 2021, 2022, 2020, on ne sait pas trop, on est dans le flou de ce côté-là, mais vous avez envie de mener la bataille pour le Front National. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, je ne me rase plus le matin, mais ça ne m'empêche pas d'y penser, justement, chaque matin. Oui, bien sûr, quand l'on est Marseillais, que l'on vit à Marseille, dans les quartiers nord, qu'on fait de la politique, eh bien, la mairie de Marseille, ça reste, je dirais, le Graal. Ça reste l'objectif numéro 1, même si Marseille perdra, en tout cas, le maire perdra des prérogatives, des pouvoirs, avec cette fameuse métropole qui absorbe tout. Bon, ben, la mairie de Marseille, voilà, ça reste effectivement l'objectif numéro 1, parce que quand même, pour l'instant, c'est là où les décisions se prennent, et il y en a tant à prendre encore. Alors pourquoi vous avez souhaité rester sénateur et pas maire de secteur? Écoutez, ça c'est l'organisation politique française. Force est de constater que le jacobinisme n'a pas dit son dernier mot, que c'est à Paris que les décisions se prennent, et que c'est à Paris que l'on est entendu. Et je me dois, en tant que sénateur, de porter la voix des Marseillais, notamment, on l'évoquait tout à l'heure. Les Marseillais sont soumis à eux aussi, et je l'ai dénoncé il y a des années, cette montée de l'islamisme à Marseille. Eh bien, qui d'autre le dénoncera au Sénat, si je n'y suis pas, il ne faut pas compter, sur Madame Galli et sur les autres des sénateurs marseillais. Donc, Marseille a besoin du sénateur Ravier pour être entendu, comme pour dénoncer la délirante politique d'immigration, etc. Voilà, Marseille a besoin de Paris, mais Paris a aussi besoin de Marseille. Vous souscrivez à la décision du Front National de suspendre la suppléante de David Racheline, qui a remplacé David Racheline au Sénat, sénatrice du Var? Oui, oui, bien sûr. Une comparaison un peu hasardeuse, pour le moins. Légitimiste, oui, excessive, pour le moins excessive. Effectivement, alors c'est une suspension, c'est à elle de s'expliquer devant les instances du mouvement. J'espère qu'elle le fera, et le mouvement prendra le Sénat. Le mouvement prendra la décision qui s'imposera, et elle devra s'y soumettre. Très bien. Pour terminer, votre succession est réglée à la mairie de secteur. Oui. C'est votre première adjointe, par ailleurs nièce, si je ne me trompe pas. Le Parti socialiste vous a qualifié de dictateur nord-phocéen. Oui. Vous en êtes amusé. Oui. Est-ce que malgré tout, on n'est pas là dans les pratiques que vous dénoncez au niveau national? Oui, le dictateur nord-phocéen, oui, le Parti socialiste... qui me trouve moins fréquentable que le président vénézuélien, sans doute. Mais ça, c'est un sobriquet. Celles et ceux qui me connaissent savent que je suis tout le contraire d'un dictateur. Si tous les dictateurs étaient comme moi, eh bien, les peuples n'auraient plus de soucis à se faire. Alors, le fait que vous ayez eu un dissident, que ça s'effrite un peu dans la majorité, pour vous? Non, je n'ai pas eu un dissident, j'ai eu un alimentaire qui était au Front National depuis quelques mois et qui a été bien servi, et qui en voulait davantage. Eh bien, tout ça n'a pas été possible, et il est parti. Mais ça
C'est pas grave, c'est la vie politique, ça arrive dans tous les mouvements. Les élus qui composent cette majorité Front National, Marseille Bleu Marine dans les 13e et 14e arrondissements ont continué à travailler, à mieux travailler d'ailleurs, débarrasser de ces boulets, parce que ces élus travaillent dans l'intérêt général et pas dans une volonté de faire carrière personnelle. Et les résultats sont là. Justement, la priorité pour la fin du mandat, selon vous, parce que vous restez évidemment au conseil municipal, on n'est pas dupe, on sait que vous allez quand même regarder les affaires de près, si ce n'est plus, priorité jusqu'aux prochaines municipales. Quels sont les combats que vous avez envie de mener? Écoutez, c'est les combats de mes concitoyens marseillais, c'est la sécurité, derrière l'enfumage qui est la spécialité de Madame Posementier dans ce domaine. C'est la lutte contre le communautarisme, contre l'islamisme, c'est défendre Marseille et défendre les intérêts des Marseillais, défendre le peuple marseillais, parce que moi je suis de Marseille, je vis Marseille, je suis enraciné, pas comme certains qui se sont fait élire à Marseille, qui se sont servis de Marseille et qui ne servent pas Marseille. Mon ambition c'est servir Marseille et le peuple marseillais. Merci beaucoup Stéphane Ravier d'avoir accepté cette invitation. Vous étiez l'invité de Face à Face sur Provence Azur. Entretien à revoir sur notre site internet, le www.provenceazur-tv.fr, mais également sur tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et bien entendu Twitter. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission d'entretien et d'opinion sur Provence Azur.